Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier de votre accueil pour ce nouveau format. Vos retours m'ont fait énormément plaisir. Et bien sûr, ils m'ont donné envie de vous gâter à nouveau avec un nouvel épisode sur les fantômes et les esprits. Que vous y croyez ou non, les fantômes ou revenants font partie de notre culture. Et les témoignages d'apparition de ces derniers sont très nombreux de par le monde. Je le conçois. Beaucoup d'entre eux sont très farfelus et prêtent plus souvent à rire. Mais certaines de ces histoires les concernant sont terrifiantes. J'en ai sélectionné 2 pour vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grandes vos oreilles, soyez les bienvenus dans « Et si c'était vrai ?» La vie après la mort peut être un sujet passionnant, mais aussi effrayant. En effet, qui de nous n'a jamais tremblé devant une histoire de fantômes ou de maison hantée? Et d'autant plus quand ces esprits prennent l'apparence d'un enfant. Pour la première histoire de cet épisode, je vous ai sélectionné un témoignage que j'avais vu sur le site Mademoiselle il y a quelques mois de cela. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous vous doutez bien que si j'ai retenu celui-ci, c'est qu'il m'a particulièrement fait frissonner. À mon tour de vous le raconter. Jennifer est une jeune étudiante qui fait du bénévolat auprès d'enfants orphelins. Chaque week-end, elle contribue à faire passer des bons moments à ces derniers en organisant notamment des jeux et anniversaires surprises au sein de cet orphelinat. C'est un vieux bâtiment, un peu délabré par manque de moyens, mais les enfants s'y sentent bien. Et puis Jennifer et ses collègues contribuent à rendre cet endroit agréable pour eux. Alors qu'elle organise un anniversaire dans le gymnase de cet institut, une collègue la rejoint complètement paniquée. Elle lui explique alors ce qui s'est passé le matin même dans cet endroit. Alors qu'elle donnait un cours de gymnastique, un des enfants s'est mis à fixer le plafond. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il faisait là, il lui a répondu « Il y a un petit garçon, là-haut. » Effrayée par ces dires, elle a tenté de se rassurer en prétextant que des fois à ces âges-là, les gosses ont une imagination débordante. Cet incident fit sourire Jennifer, qui l'après-midi même s'occupa d'un très joyeux anniversaire dans cet endroit, sans que rien ne s'y passe. Plus tard pourtant, alors qu'elle est en pause, 2 autres collègues débarquent visiblement secoués, car 2 enfants jumeaux qui jouaient se sont eux aussi mis à fixer le plafond du gymnase. Ils y voyaient un petit garçon dessus d'eux. Jennifer, accompagnée de ces dernières et de sa collègue du matin, jetèrent alors un œil au plafond, gris, banal, sans rien y voir. Bien sûr, cette histoire jeta un froid sur les filles, mais plutôt que de céder à la panique, elles se concentrèrent sur leur rôle au sein des enfants. Et en fin d'après-midi, un jeu fut organisé pour tout un groupe, dans ce même gymnase. Alors que Jennifer poussait un gamin à la balançoire, qui pour l'hiver était installé dans ce dernier, le petit garçon lui demanda d'arrêter. Il la fixa et il lui dit « Il y a un petit garçon, juste au-dessus de nous. » 3 fois le même jour. Suffit à donner à nos bénévoles l'envie de ne plus retourner dans cet endroit pour le reste du week-end. Et pourtant, il y eut un dernier fait étrange, ce week-end-là. Ce genre d'établissement possédant des caméras de surveillance, le responsable de l'endroit, après avoir eu vent de cette histoire, décida de regarder si par vidéo, il avait un enregistrement quelconque ou une preuve d'une présence d'un enfant accroché au plafond. Et là, ce qu'il vit fut tout aussi étrange et flippant. La balançoire, pendant plus d'1 minute, se balança toute seule. Depuis, il ne s'est plus rien passé de bizarre dans cet établissement. Jennifer et ses collègues se remémorent des fois cet épisode flippant. Mais
Elle a une théorie bien à elle. Pour elle, c'était l'esprit d'un petit garçon qui avait juste envie de jouer. Il attendait sagement son tour pour faire un peu de balançoire, juste au-dessus de nous. Même si finalement cette histoire est plutôt triste, il faut quand même admettre que de voir un enfant flotter en l'air, accroché au plafond, doit être particulièrement flippant. L'histoire qui suit l'est encore plus. Elle est issue d'un blog d'horreur que j'avais vu, il y a quelques années de cela. Elle m'avait vraiment très impressionné. Je vous emmène, pour celle-ci, dans une vieille ferme rénovée, au lourd passé. Mes parents traversaient une période difficile financièrement parlant, au point de devoir revendre leur maison de ville pour aller s'installer à la campagne. Mon père, excellent bricoleur, fit donc l'acquisition d'un vieux corps de ferme à rénover. L'étendue des travaux était énorme, mais il avait encore le courage et le savoir-faire pour. Pour ma part, j'avais pris mon indépendance et je vivais dans un petit F2 à Lille. Je lui donnais un coup de main tous les week-ends pour avancer dans ses travaux. Je me souviens de ce que je lui ai dit un jour en découvrant sur le mur de la cour intérieure que la bâtisse datait de 1848. « Putain, il y a dû en avoir des gens qui ont vécu dans cette maison et qui y sont morts. » Cette idée m'avait refroidi, mais je n'avais pas encore idée à quel point j'avais raison. Petit à petit, la maison prenait forme. Elle se modernisait, même si mon père gardait son cachet de bâtisse rurale avec sa cheminée de feu de bois et ses poutres apparentes. Il se dégageait une certaine chaleur conviviale de ce qui fut, au début, un amas de briques en sale état. Il subsistait une toute petite bâtisse que mon père utilisait comme entrepôt à outils, dans un sale état. Un jour, alors que nous étions occupés à casser un pan de mur, on est tombé sur un coffre-fort, caché dans celui-ci. J'étais comme un fou. J'imaginais déjà un trésor de guerre, rempli de vieilles pièces. On allait être riche. Sauf qu'une fois ouvert, on y découvrit une statue très étrange, flippante, mi-homme, mi-animal. Un truc vraiment angoissant, croyez-moi. Après avoir montré celle-ci à ma mère, qui effrayée nous a dit de nous débarrasser de cette horreur, elle a atterri dans la vieille cabane tout au fond du terrain. Peu de temps après, je m'apprêtais à fêter mes 30 ans, avec une belle bande d'amis. À l'époque, je leur proposais de venir fêter ça chez mes parents, qui pour l'occasion étaient partis en vacances une semaine. On a dès lors planté les tentes sur leur immense terrain. On a préparé un feu de camp, un grand barbecue. Je suis né fin mai, donc les beaux jours quoi. Et bien sûr, il y avait de l'alcool à gogo. Alors que la fête battait son plein, on a lancé une idée folle, celle de faire un cache-cache dans le noir dans toute cette maison et son terrain. Celui qui chercherait serait équipé d'une lampe de poche. On est donc tous partis se cacher. C'était flippant tout ce terrain plongé dans le noir, et la maison aussi. J'avoue, je possédais un avantage certain, connaissant bien l'endroit. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que Karine, une amie, m'a suivi, pour se cacher. Pour ça et aussi, je dois bien l'avouer, on sortait ensemble aussi, mais en cachette du groupe. Ça faisait à peine 10 minutes que la partie avait commencé. Nous étions cachés dans la penderie de la chambre de mes parents, occupés à se bécoter, quand soudain, on a entendu quelqu'un qui courait à l'étage. C'était très inquiétant, car c'était une partie de la maison où personne ne pouvait aller. Mon père y faisait encore des travaux, et j'avais soigneusement condamné l'accès avec un cadenas à la porte. Comment quelqu'un pouvait-il se trouver en haut, au-dessus de nous? C'était impossible. Et le bruit continuait comme si il courait. C'était flippant. On n'osait pas sortir de notre planque, de peur d'être vu. Greg, celui qui devait nous trouver, était plutôt long. Les minutes semblaient interminables, même en charmante compagnie. Et puis d'un coup, il y eut ce hurlement. C'était Dalila, une amie en pleurs. Quelque chose d'effrayant était en train de se passer. Avec Karine, nous sommes sortis de l'armoire. On a rallumé toutes les lumières de la maison. Et là, plusieurs d'entre nous avaient l'air effrayés, comme s'ils avaient vu quelque chose. Mais le plus important était de retrouver Dalila qui venait de hurler. On l'a retrouvée, accroupie sur elle-même, dans un coin de la cave, pleurant à chaudes larmes, tandis que Ludo, un ami, lui tenait la main. Ils étaient blancs comme un linge.
On est tous sortis de la maison. Personne ne parlait. On s'est réinstallé autour du feu de camp qui ne s'était pas complètement éteint. Et là, les langues se sont déliées. C'est Greg qui a commencé. Il nous a expliqué qu'il n'a pas osé rentrer dans la maison. Alors qu'il cherchait dans les tentes sur le terrain, à côté de celle-ci, il a vu à la fenêtre de l'étage une silhouette noire, le regarder et lui faire signe à la fenêtre. Il a flippé, mais il n'a pas osé nous appeler. Karine a alors balancé ce que nous avions entendu, les bruits de pas à l'étage, condamnés. Nous n'étions pas les seuls à avoir entendu ce bruit. Peggy, Harold, Franco et Sam les avaient entendus aussi. Lionel et David, eux, étaient restés sur le terrain et n'avaient donc rien capté. Et puis, il y eut Isabelle, qui elle s'était cachée dans la salle de bain et qui du coup a éclaté en sanglots. Peu de temps avant que Dalila ne hurle, elle s'était cachée dans l'armoire de la salle de bain, face au miroir, et elle nous a alors raconté ce qu'elle a vu dans le reflet de ce dernier. Devant l'évier, debout, se trouvait une petite fille, blanche aux yeux noirs, qui la regardait, avec un sourire malsain. Elle était visible dans le miroir, mais ne l'était pas dans la pièce, qui pour du coup était éclairée par la lune à travers la Vespasienne. C'est cette même fillette que Dalila et Ludo ont vue dans la cave, peu de temps après, et qui a fait hurler notre ami de peur. Autant vous dire que notre partie de cache-cache fut définitivement interrompue ce soir-là. On s'est tous entassés dans les tentes pour dormir, même ceux qui étaient censés dormir à l'intérieur de la maison. Personne n'a osé, moi y compris. Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à mes parents, et je me souviendrai toujours de la réponse de ma mère s'adressant à mon père en lui disant qu'effectivement, elle aussi, elle entendait marcher à l'étage supérieur. On ne parla plus jamais de cette terrible soirée avec mes amis, ni même mes parents d'ailleurs. Et les années ont passé. Après avoir vécu la joie de devenir père d'une petite fille, je me suis séparé de la mère de celle-ci. J'ai donc dû quitter l'appartement que nous avions loué ensemble et dû retourner pour une courte période chez mes parents, avec tous ces souvenirs encore ancrés dans ma mémoire. Et dire que la chambre que j'allais occuper se trouvait à l'étage, depuis longtemps finie. D'ailleurs, la chambre de ma fille était aussi à cet étage. En grand-parent affectueux, il lui avait confectionné une jolie pièce remplie de peluches. Les premiers jours, chez eux, rien ne se passa. Mais le premier week-end de garde où j'eus ma fille, c'était le samedi soir. Après avoir regardé un dessin animé et après lui avoir raconté une histoire pour qu'elle s'endorme une fois finie, elle m'a pris la main et me dit « Tu sais papa, j'aime beaucoup Annie. On a joué cet après-midi. Par contre, je n'aime pas le vieux monsieur. Il est toujours méchant avec elle. » J'avais beau savoir que parfois les enfants s'inventaient des amis imaginaires, là c'était vraiment détaillé. Je vous avoue avoir eu peur ce soir-là. Et plus tard, mes craintes se sont montrées justifiées. Ma fille, en pleine nuit, s'est mise à hurler. Lorsque je suis arrivé à ses côtés, elle était terrifiée. Elle m'expliqua alors toute tremblante qu'elle avait vu des yeux rouges dans sa chambre. Ce que mes parents ont pris pour un cauchemar, pour moi n'en était pas un. Il y avait vraiment quelque chose de malsain dans cette maison. Ce fut le seul week-end que ma fille passa dans celle-ci à cette époque-là. J'ai trouvé, grâce à un piston, un appartement vite fait. Et j'ai pu reprendre mes week-ends de garde dans un endroit plus sûr. Et puis, les années ont de nouveau filé. J'ai refait ma vie. J'ai eu un garçon qui lui aussi, du coup, avait sa chambre à l'étage. Entre-temps, je me suis souvenu de l'existence de cette étrange statue, en muret, que l'on avait jetée dans la cabane du fond du jardin. Par chance, mon père l'avait gardée. J'ai fait le rapprochement entre le fait que l'on avait déplacé celle-ci et les étranges événements qui se sont déroulés juste après. J'en ai tiré alors la conclusion. Et si cette statue était emmurée là, pour protéger cette maison? Tout naturellement, avec l'accord de mon père, on a déposé celle-ci dans le grenier, pour protéger cette bâtisse. Depuis, il ne s'est plus rien passé. Mon fils comme ma fille ont passé des nuits entières là-bas, sans aucun souci. Il semblerait que j'ai vu juste. Des âmes tourmentées, il y a dû en avoir des tonnes au cours de toutes ces années. Mais cette étrange statue semble les apaiser. Depuis, la maison est calme et écoule ses jours les plus heureux depuis 1848.
Et pour vous, cette statue était-elle là pour réellement apaiser les esprits ou au contraire pour attirer les plus mauvais d'entre eux? Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ces témoignages, vrais ou faux, tentent à nous prouver en tout cas qu'il existe bien une vie après la mort. Si vous avez envie d'y croire ou non, là je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Je vous laisse le libre choix.